notre invité politique ce matin, c'est Patrick Mignola. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de la Savoie, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de la Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Mignola. Bonjour Monsieur Lécuyer. Et on va commencer, Patrick Mignola, avec cette mobilisation des policiers hier devant l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur et plusieurs politiques de tous bords, d'ailleurs, sont allés les soutenir. Pourquoi vous n'y étiez pas, vous ? Parce que j'ai enchaîné les rendez-vous dans mon bureau, mais il y avait évidemment une délégation du groupe Modem qui était allée à leur côté, parce que c'était avant tout une manifestation de soutien. Il y avait beaucoup d'émotions suite aux assassinats d'Éric Masson, de Stéphanie Monfermé, donc c'était bien que les politiques soient là. À tout dire, ce qui m'a. Oui, je crois. C'était logique d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur soit au milieu de ses troupes. C'est pas de la récupération politique ? C'est ça qui m'a gêné un peu au fond. Je pense que c'était bien d'amener des délégations de toutes les familles politiques, hormis les Insoumis qui, comme d'habitude, ont voulu se singulariser. En mauvais termes d'ailleurs, parce que j'ai pas aimé ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. De factieux. Voilà, il n'y a rien de factieux dans un défilé qui à la fois dit de l'émotion, dit qu'il y a besoin de plus de moyens pour la police et dit qu'il y a besoin d'une réponse judiciaire plus efficace dans notre pays. Est-ce que certains mots ne vous ont pas choqué quand, par exemple, le secrétaire général du syndicat Alliance dit que le problème, c'est la justice ? Alors, moi, ce qui m'a un peu ennuyé, c'est que dans la séquence discours que j'ai pu suivre de loin, on avait l'impression de discours très politiques. Et pas les discours qui parlaient simplement du quotidien des policiers et de l'efficacité de l'action. Mais je vais vous dire, ça m'a choqué aussi d'avoir autant de politiques. Parce que c'est bien d'avoir des délégations de tous les courants de pensée, de tous les mouvements politiques. Mais il y a un certain nombre de gens qui sont venus déplorer les conséquences des décisions qu'ils ont prises pendant 10 ans. Parce que nous, on n'a certainement pas encore fait assez pour les policiers, pour leur équipement, pour leurs moyens, pour l'efficacité de leur action sur le terrain. Mais après tout, c'est quand même bien le quinquennat Sarkozy puis le quinquennat Hollande qui avait réduit les moyens des policiers de façon drastique. Et finalement, ce sont ceux qui avaient voté dans les assemblées. Moi, je n'y siégeais pas à l'époque. C'est ceux qui avaient voté dans les assemblées la baisse des budgets de la police, de la gendarmerie, des pompiers, qui sont venus défiler pour dénoncer les conséquences des décisions qu'ils avaient eux-mêmes votées au Parlement. Donc il y a un côté récupération, il y a aussi une certaine forme d'impudeur, à mes yeux, d'être allé défiler dans ces conditions-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de presque gênant de voir un ministre de l'Intérieur venir au soutien d'une manifestation qui clairement met en cause son confrère Éric Dupond-Moretti et qui appelle même à le siffler ? Alors, pas le ministre de l'Intérieur, mais les syndicats policiers. Alors, ça fait très longtemps, de toute façon, dans ce pays. Vous savez, moi, j'ai été élu municipal à partir de 1995. Et ça fait longtemps qu'on ressent tous le fait que, sur le terrain, quand la police, quand la gendarmerie, quand les polices municipales arrivent à dénouer une enquête, la réponse judiciaire n'est pas assez rapide et elle n'est pas assez forte. Et c'est comme ça qu'un petit délinquant peut devenir un grand truand. Parce que, à la fois, vous pouvez vous retrouver avec un acte délictueux où on a identifié le fauteur de trouble, mais qui n'est jugé qu'au bout de 2 ou 3 ans. Vous savez, celui qui vole un vélo à 13 ans, s'il est jugé à 16 ans, entre-temps, il a eu le temps de devenir un beaucoup plus grand délinquant, ou éventuellement d'avoir repris le droit chemin. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la réponse judiciaire ne sert à rien. C'est une question de rapidité. Et puis parfois, il n'y a pas de réponse du tout. Ce qui évidemment pose problème, parce qu'on ne peut pas travailler sur le terrain entre élus locaux et forces de l'ordre, et puis avoir aucune conséquence dans les actes qu'on conduit. Rapidité et fermeté, mais est-ce que ça voulait dire, par exemple, que vous êtes favorable aux peines planchées ? Alors, moi, je ne crois pas du tout aux peines planchées, puisque je rappelle que la décision qui avait été prise sur les peines planchées, c'était en cas de récidive. Vous voyez, sur la question dramatique, tragique, profonde de la protection des forces de l'ordre, et plus globalement, des personnes dépositaires de l'autorité publique. Ça peut être les policiers, ça peut être les pompiers, ça peut être les maires, ça peut être les agents administratifs, parce que les agressions contre les personnes qui sont à l'accueil de la CAF ou qui sont à l'accueil de Pôle emploi, c'est tous les jours que ça se passe. Et il faut qu'on remette de l'autorité dans ce pays, il faut qu'on se remette la tête à l'endroit. Il faut que quand on agresse quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, on sache qu'on va être sanctionné plus au-delà des sanctions qui sont habituellement données dans d'autres formes d'agression. Je trouve ça parfaitement normal. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut amplifier la peine,
dès le premier acte délictueux, plutôt que parler de peine plancher, qui sont devenus une espèce de mot valise, de récurrence, de leitmotiv de la classe politique en disant « Regardez, on met des peines planchers ». Moi, je ne crois pas à l'automaticité de la justice, c'est ce que demandent aussi les je crois à son efficacité. Oui, pas que de la classe politique, les syndicats de police aussi demandent cette peine minimale. Les syndicats de police, ils demandent une réponse pénale qui soit rapide, efficace. Et ils demandent une peine minimale. De plus grande ampleur que les peines d'aujourd'hui. Quand la justice passe, elle définit une peine. Ben moi, je pense que cette peine, elle doit être supérieure lorsqu'on s'attaque à quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique. Et précisément hier, c'était une affaire de circonstances plus que de pression des policiers qui étaient devant l'Assemblée nationale. On a voté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le fait que lorsqu'il y avait un meurtre d'un policier, c'était 30 ans la peine. Et ben, ça, je trouve que c'est une véritable avancée. Parce qu'on va au-delà des mots. Parce que c'est évidemment normal qu'il puisse y avoir des manifestations quand l'émotion étreint le pays. Il faut qu'on ait une réponse. On parle de crime, M. Mignola. Ça veut dire que vous souhaitez qu'on aille même plus loin que les annonces qui ont été faites par le Premier ministre auprès des syndicats policiers. Oui, moi, je crois. Alors, il a parlé des policiers. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à toutes les personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique dans le pays. Il faut que vous protégiez ceux qui vous protègent. Il faut que vous protégiez toutes celles et ceux qui prennent des responsabilités sur le terrain. Mais ça veut dire que vous allez déposer des armes de 500 habitants pour les élus qui se fait agresser. Quand vous avez un conseiller Pôle emploi qui prend un coup de poing dans la figure parce qu'il a une personne face à lui qui ne respecte plus rien, il faut que la réponse de la société soit forte et que très tranquillement, la justice passe, qu'elle passe plus vite. Et c'est pour ça qu'on lui donne plus de moyens. Cette année, c'est 7% d'augmentation du budget de la justice. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Dans l'histoire de la Ve République. Et que, à chaque fois, on donne ce message à la société. Mais si vous que lorsqu'il y a des gens qui ont des responsabilités, si vous vous attaquez à eux, voilà. Et donc, c'est pas une affaire de protection des élus. C'est simplement de se dire que la protection de la République, il y a un cadre mais si vous souhaitez que ça aille plus loin, Patrick Mignola, les forces républicaines. Si vous souhaitez que ça aille plus loin, comment vous allez faire en sorte de mettre en œuvre? Vous allez faire quoi? Vous allez proposer des amendements dans le texte examiné actuellement, dans un autre texte? Vous allez proposer une proposition? C'est ce que nous avons fait, et moi j'ai proposé, s'ils le veulent bien, aux responsables des syndicats de police qui viennent rencontrer le groupe des démocrates à l'Assemblée, et qu'on puisse travailler avec eux, au-delà des mots et des discours politiques, parfois exacerbés, voire exagérés, qu'ont pu avoir lieu dans la manifestation d'hier. On va les rencontrer, on va travailler avec eux dans les semaines qui viennent. Je leur ai envoyé un courrier hier soir, en leur disant maintenant on se rencontre. On a envoyé une délégation à vos côtés pour vous soutenir et pour montrer qu'on a la même émotion que vous sur les faits très graves qui se sont déroulés au cours des dernières semaines. Maintenant, remontons-nous les manches et faisons en sorte qu'on ne refasse pas dans un an la même manifestation parce que les choses n'ont pas avancé. Et ça aboutira sur quoi? Une proposition de loi éventuellement? Non, on peut venir sur le budget prochain, on peut venir sur les prochains textes, je pense là sur le texte justice, une fois qu'on l'aura voté à la fin de cette semaine, parce que j'entends bien qu'il soit voté. Ensuite, il viendra au Sénat, et en deuxième lecture, il faut qu'on continue à progresser et qu'on montre à chacun que les parlementaires sont au rendez-vous et à l'écoute du terrain et des professions. On va parler d'une autre actualité, d'un autre texte. C'est le texte sur la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire. Les députés l'ont voté la semaine dernière, les sénateurs l'ont voté la nuit précédente, mais en le modifiant, ce texte, ils ont notamment prolongé l'état d'urgence actuel d'1 mois et raccourci le régime transitoire de 15 jours par rapport aux députés. Qu'est-ce que vous pensez de cette version des sénateurs? Le texte va revenir à l'Assemblée. Il y a une discussion qui est une discussion surtout juridique sur la notion d'état d'urgence, puisque dans le calendrier qui a été proposé par le président de la République, un calendrier de sortie progressive, mais qui est assez clair dans l'esprit des Français, on sait date après date quand on va pouvoir lever les contraintes. On a commencé à le faire hier avec l'ouverture des terrasses. La question est, est-ce que le cadre juridique nécessite que jusqu'au 30 juin, nous restions sous l'état d'urgence parce qu'on utilise le couvre-feu, ou est-ce que nous levons l'état d'urgence au 15 juin, mais qu'on a des dispositions spécifiques au couvre-feu? Nous, on avait fait le deuxième choix, ce qui fait que la CMP n'aboutira probablement pas. Le texte va revenir à l'Assemblée. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à suivre la version des sénateurs, c'est pas la bonne. L'important... Alors, moi,
j'avais suivi avec intérêt un amendement qui avait été déposé par mon ami Hervé Marseille, au nom du groupe centriste, puisque nous, comme vous le savez, on s'était engagé à l'Assemblée pour qu'on réduise le délai des dispositions d'urgence et qu'on le mette au 30 septembre plutôt qu'au 31 octobre. Ça nous paraissait lointain. Et puis il y avait un deuxième sujet, c'est qu'il fallait une mesure en faveur des jeunes. Il y avait un dernier secteur économique qui n'avait pas été réouvert, c'était celui des discothèques, des boîtes de nuit, alors que finalement, on avait autorisé beaucoup d'autres activités, comme les soirées de mariage, les soirées d'anniversaire. Donc finalement, il fallait qu'on avance sur ce sujet. Le groupe centriste au Sénat avait repris l'amendement qu'on avait déposé. Il a été finalement retoqué, si j'ai bien compris, au titre de l'article 41 pour des raisons réglementaires, alors que je ne vois pas ce qu'il y aurait de réglementaire. En l'occurrence, ce serait l'utilisation du pass sanitaire pour réouvrir les discothèques. C'est bien la loi, ce n'est pas le règlement. Donc on avancera sur ce sujet-là. Après, il y a une discussion juridique, il y a une discussion politique. La discussion juridique, c'est 15 juin ou 30 juin. Ça, on l'aura à l'Assemblée. En tout cas, on ne se met pas d'accord dans les termes qui sont ceux du Sénat. Et il y a une décision politique. Est-ce qu'on est capable de réouvrir aussi le dernier secteur économique fermé et d'envoyer un message positif aux jeunes? Moi, je pense qu'il manquait quelque chose pour les jeunes dans cette loi. Monsieur Mignola, donc il faut qu'on le fasse. Et nous reprendrons, après qu'il l'ait repris, la proposition des centristes. Monsieur Mignola, on a bien senti que le groupe Modem avait une forte envie d'aller danser, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi derrière... Je ne suis pas très boîte de nuit, je peux bien l'admettre, mais... Écoutez, à vrai dire, moi non plus, c'était pas vraiment à titre personnel. Non, mais je trouvais que pour mes enfants, c'était bien. Oui, il y a une notion d'encadrement, je l'ai entendu de la part des propriétaires de discothèques, mais plus sérieusement, est-ce qu'il n'y avait pas aussi derrière ce combat, ce cheval de bataille, l'occasion de rappeler à la République En Marche que vous étiez des partenaires, qu'il y avait peut-être besoin aussi de vous écouter, et que si on ne vous écoutait pas, eh bien vous aviez moyen de ne pas faire laisser passer certains textes. Vous avez parfaitement raison. Merci. Au revoir. Voilà. Mais oui, mais il ne faut pas faire de langue de bois sur ces sujets-là. On est dans une majorité parlementaire qui est diverse, avec des courants politiques différents. Quand on tient à des sujets, c'est important qu'on puisse en parler, de ne pas être traité... par le silence, sinon par le mépris. Mais ça veut dire qu'il y avait du mépris de la part de la République En Marche ? Du mépris, en tout cas, il n'y avait pas de réponse. En tout cas, il n'y avait pas de réponse. Et donc, moi, je ne porte pas de jugement et je ne porte pas d'interprétation. Ce que je sais, c'est que quand on est partenaire dans une majorité, on discute ensemble pour définir comment on va pouvoir enrichir un texte. C'est le rôle du Parlement. Mais le Premier ministre, il a compris ça. Est-ce qu'il a compris, le Premier ministre? Vous l'avez vu mardi, mais qu'est-ce qui s'est... Comment vous lui avez expliqué? Dès la semaine dernière, le Premier ministre avait compris. On avait échangé, d'ailleurs, après cette petit épisode de tension parlementaire, en quelques heures, on avait évidemment réglé le problème et trouvé la solution avec Christophe Castaner et Jean Castex. La question, c'est pas qu'une affaire de Modem, je vais vous dire. La question, c'est que le président de la République, dont je souhaite la réélection, ne sera pas en 2022 réélu, je le crois, comme il a été élu en 2017. Et qu'il nous faut ouvrir cette majorité à de nouvelles alliances. Il y a des élus, et des électeurs surtout, qui sont à gauche gênés par les dérives racialistes d'une gauche qui a abandonné l'universalisme. Il y a des électeurs de droite qui sont malheureux de voir la course à la droite qu'est en train de faire le parti Les Républicains. Si nous voulons nous ouvrir à ces nouvelles alliances, il faut déjà qu'on se respecte entre alliés d'aujourd'hui. Si les alliés d'aujourd'hui ne se respectent pas, comment trouver et comment attirer de nouveaux alliés demain? Et donc c'est aussi une affaire de méthode. Ce n'est pas seulement la question de savoir si on se regarde suffisamment dans le blanc des yeux entre la République En Marche et le Modem. C'est de se dire, si demain on tend la main à droite et à gauche pour élargir cette majorité, pour reconstruire ensemble le pays, il faut déjà qu'on montre que la majorité d'aujourd'hui, elle fonctionne et qu'elle est capable de respecter la diversité. C'est aussi ça qu'on a dit la semaine dernière. Est-ce que c'est pas une manière finalement de dire à la majorité, sans nous, enfin la majorité à l'REM, sans nous, vous ne gagnerez pas cette élection en 2022? C'est surtout que nous disions à l'ensemble des forces de la majorité aujourd'hui qu'elles ne peuvent pas s'enfermer dans un splendide isolement et que le but, l'année prochaine, ce sera de rassembler très largement les Français et de ne pas rester renfermés sur nous-mêmes. Mais c'était le cas aujourd'hui? Il y avait un peu de suffisance de la part de La République En Marche, notamment à l'Assemblée? Alors, je ne le dis pas en termes génériques, ce n'est pas La République En Marche, mais vous avez toujours la tentation, surtout d'ailleurs dans les périodes électorales où on prépare les départementales et les régionales, vous avez toujours la tentation du parti unique.
La gauche a essayé, la droite a essayé, on sait comment ça a fini. Moi, je crois que dans une démocratie moderne, quand on arrive à trouver une maturité politique, on accepte que des personnes différentes, des courants de pensée différents puissent travailler ensemble. Et ben, c'est ce travail-là, qui est un travail quotidien, qu'il faut sans cesse remettre sur le métier, qu'on doit être capable de faire. Dans toutes les familles, dans toutes les associations, dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations, il y a des personnes qui pensent différemment. Et ils arrivent à travailler ensemble. Pourquoi le champ politique n'y parviendrait pas ? On doit être capable de bâtir une majorité qui va, comme disait François Bayrou il y a quelques années, de Delors à Balladur. On dirait aujourd'hui de Valls à Philippe, et probablement un peu au-delà de Valls et un peu au-delà de Philippe. Dans ces conditions-là, on ne va quand même pas se bisbiller entre La République En Marche et le MoDem, si demain, au contraire, ils font travail aussi avec d'autres. Vous êtes encore un allié aujourd'hui. Le MoDem est encore un allié aujourd'hui de La République En Marche. Oh oui, il y a vous qui vous posez la question, moi je ne me la pose pas. Quand on a vu le vote, on se l'est posé. Allié qui est à servir du bulldozer, c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous avez vu l'article du Figaro, le bulldozer du MoDem, vous assumez ? J'ai vu. Mais écoutez, on me prête des intentions, on me donne des qualificatifs, je vous dis exactement ce que j'en pense. La majorité a besoin de se respecter entre alliés pour demain trouver d'autres alliés pour s'élargir encore. Déplacement politique en vue. Un mot sur la proportionnelle ? Oui, simplement, du diable Vauvert. Est-ce qu'on peut rêver d'une renaissance de cette introduction de proportionnelle pour les législatives de 2022 ? Moi, je crois que François Bayrou a raison, dans la mesure où, après qu'on ait exploré la voie parlementaire, et je l'ai fait, moi j'ai déposé avec mon groupe des propositions de loi. J'ai tenté la voie parlementaire, parce que le président de la République nous y invitait. C'était difficile d'explorer cette voie parlementaire, parce que dans une dernière année, c'est difficile de toucher à la question du mode de scrutin. Mais si on peut, par la voie référendaire, et c'est la proposition de François Bayrou, modifier le mode de scrutin pour qu'il soit plus représentatif de la diversité des Français dont je parlais à l'instant, ce serait une très belle avancée. Et au-delà de ça, d'ailleurs, la question sera comment on modernise les institutions, comment on simplifie le millefeuille territorial auquel plus personne ne comprend rien. Il y a la campagne départementale et régionale qui est en train de se dérouler. Les électrices et les électeurs ne s'y retrouvent pas. Comment on organise mieux la responsabilité des élus, comment on répartit mieux les responsabilités entre chaque couche. Chez LREM, on parle même ils réfléchissent à baisser le pourcentage qui permettrait de se qualifier au second tour des législatives. Alors, je sais qu'ils réfléchissent à ça, mais moi, je ne suis pas suffisamment intelligent pour comprendre à quoi ça pourrait servir. À quoi, selon vous, expliquez-nous ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait servir. C'est pas une façon de qualifier des personnes qui pourraient permettre aussi à des députés LREM de repasser ou même... En fait, je ne comprends pas l'objectif. Moi, je pense que un mode de scrutin, une réforme institutionnelle, elle doit être comprise par les Françaises et les Français. Donc si on fait quelque chose, on leur dit, écoutez, voilà, on va simplifier le millefeuille, on va rééquilibrer les pouvoirs entre le gouvernement et le Parlement, parce que le gouvernement peut parfois écraser le Parlement, et c'est pas sain dans une démocratie. Il n'y a de gouvernement fort que si le Parlement est fort. On peut leur expliquer qu'on va simplifier le millefeuille territorial. Ça, c'est des choses qui sont claires et simples. Bidouiller la question des seuils de qualification, je vois pas ce qui pourrait simplifier l'idée d'une réforme institutionnelle dans l'esprit des gens. Vous avez posé la question aux Français, est-ce que vous vous sentez représenté par l'Assemblée nationale et le Sénat ? Ils vous répondent non, aux 3/4, à 90%. Et donc, c'est la question de la représentation qu'il faut identifier. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs sont suffisamment équilibrés en France entre le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire ? Non, on est en train de rouler, de bulldozériser Montesquieu. Donc on voit bien qu'il y a besoin de réformes démocratiques dans ce pays. Ça, c'est compréhensible par les Français. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre les sujets par le petit bout de la lorgnette. On va parler de natalité, puisque François Bayrou s'est inquiété dans le journal du dimanche de la faiblesse de la natalité, d'une démographie quelque peu fragile. Est-ce que pour vous, il faut relancer une politique familiale plus forte ? Et est-ce que vous allez faire des propositions en ce sens ? Alors, à part la réouverture des discothèques, dont on sait qu'elle peut mener aussi à une politique natale. Alors c'est vrai, mais alors en l'occurrence, on va plutôt parler d'allocation familiale et de quotient familial, puisque les discothèques, c'est plutôt le chemin de parvenir peut-être un jour à la relance de la natalité, ce que nous souhaitons tous. François Bayrou, il a posé le problème en bons termes, c'est-à-dire en termes économiques et sociaux. Un pays n'est fort que si sa démographie est forte. Un pays n'est fort que
si sa protection sociale peut être financée par un plus grand nombre de salariés. Or, on voit bien que, alors que la France avait une démographie qui était supérieure à celle de l'Allemagne jusqu'au milieu des années 2000, aujourd'hui, parce qu'on a moins confiance en l'avenir, mais aussi parce qu'on a complètement déstructuré la politique familiale, effectivement, on fait moins d'enfants. Pourquoi vous faites moins d'enfants ? D'abord parce que vous ne pouvez pas les faire garder convenablement, parce qu'il faut qu'on ait de nouveau une relance de l'activité des gardes d'enfants sur les crèches, sur les assistantes maternelles. Ensuite, parce qu'il y a un problème de logement dans notre pays. C'est le premier budget des Français, et parfois vous hésitez à faire un enfant supplémentaire parce que vous ne pouvez pas ni louer ni acheter un logement plus grand parce que vous n'en avez pas les moyens. Et puis surtout, la proposition que nous on a portée à 3 reprises sur 3 budgets successifs, et nous avions été battus à l'Assemblée malheureusement, il faut revenir aux allocations familiales et au quotient familial d'avant Hollande et même d'avant Sarkozy. Puisque le premier coup qui a été porté à la politique familiale, c'était 2010, suite à la crise financière de 2008-2009. Et ensuite, il y a un deuxième coup en 2015 qui a été porté par François Hollande, où vous avez plafonné les allocations familiales, mais avec des plafonds tellement bas qu'aujourd'hui, énormément de classes moyennes ne peuvent plus en bénéficier. Et vous avez mis des niveaux de quotient familial qui permettent de payer moins d'impôts quand on a des enfants. L'idée, c'est pas que des gens qui gagnent 50 000 euros par mois touchent des allocs. Le but, c'est évidemment pas ça. Mais il faut juste reconnaître que quel que soit son salaire, qu'on soit en très grande détresse sociale ou qu'on soit simplement un couple qui travaille tous les deux, l'arrivée d'un enfant déséquilibre le budget familial. Donc vous allez reporter ces propositions. Et ce n'est pas une affaire de valeurs traditionnalistes de la famille. Enfin, aujourd'hui, il y a des familles qui sont des familles dites traditionnelles, il y a des familles qui sont homoparentales, il y a des familles qui sont monoparentales. La question de la famille, c'est pas les choix de vie des uns et des autres, et donc d'une politique familiale qui voudrait privilégier un choix de vie plutôt qu'un autre, c'est savoir comment l'enfant paraît. Et vous allez reproposer ça dans le budget ou vous allez faire des propositions avant ? Au PLFSS, exactement. On a lancé des groupes de travail déjà depuis longtemps sur ce sujet. C'était d'ailleurs un des grands combats de Nathalie Elimas qui maintenant est entrée au gouvernement, et nous allons reprendre ce flambeau. On va terminer avec les régionales ? Oui, une petite question qui a trait justement aussi au mépris supposé de certains LREM. Est-ce que vous avez pu apaiser les tensions en Île-de-France, hein ? On les disait grandes. Oui. Vraiment, dans la constitution des listes, vous savez, alors là, pour le coup, je ne parle pas de mépris de LREM, ni du MoDem, ni de n'importe quelle autre composante de la majorité. Quand on fait des listes, tous les 6 ans, c'est compliqué. Parce que les élections régionales sont des listes par département, par région. Il faut faire de la place à des générations nouvelles, à la société civile. Et donc, à la fin, jamais personne n'est content. Donc, c'est toujours compliqué. On a en Île-de-France, c'est au sein du MoDem que c'est compliqué, parce qu'il y a une partie du MoDem qui va avec Valérie Pécresse, une partie du MoDem qui va avec Laurent Saint-Martin. Est-ce que c'est très clair comme positionnement ? Non, c'est pas clair du tout. Moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis pas favorable au principe d'exclusion, parce que vous savez, faire passer des élus du statut de traître à celui de martyr, c'est plutôt une promotion sociale. En revanche, il faut être très clair sur le fait qu'ils ne portent en aucun cas la parole du MoDem, mais seulement celle de leurs intérêts. Mais en même temps, Valérie Pécresse a dit ils ont gouverné avec moi pendant 6 ans, ils ont voté 100% de mes délibérations, je ne comprendrais pas qu'ils fassent campagne contre moi. Est-ce que ce n'est pas eux qui ont raison ? Est-ce qu'ils ne sont pas logiques avec Mais d'ailleurs, les socialistes à la région Île-de-France avaient voté 97% des délibérations. Mais dans ce cas-là, je ne crois pas qu'elle leur ait proposé une alliance. Non, mais à un moment, il faut se dire la vérité. Elle avait besoin de montrer qu'elle avait quand même des gens de la majorité présidentielle à ses côtés. C'est pour ça qu'elle a essayé de les garder. Moi, je suis favorable à ce que, en aucune manière, le mouvement démocrate, ma famille de pensée, ce grand courant de pensée de la vie politique française, ne puisse être ambigu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choix personnels, pour des raisons assez concrètes et matérielles, c'est ce qu'il faut se dire les choses, et bien très bien. Dans ce cas-là, ils représentent eux-mêmes et pas notre famille de pensée. Et une dernière question sur la région Centre-Val de Loire. Oui, exactement, voilà, pour lequel il y a un sondage qui est paru, qui donne le candidat du RN devant Marc Fesneau, ministre et membre éminent du MoDem. Est-ce qu'il faut craindre à ce que votre seule chance de victoire puisse se briser ? Je crois qu'il y a une vraie chance de victoire en Centre-Val de Loire, vous avez raison, parce que, on le voit dans les enquêtes d'opinion, l'implantation de longue date de Marc Fesneau, mais aussi de Jacqueline Gouraud, de Richard Ramos, d'un grand nombre de démocrates engagés dans cette région, paye.
C'est-à-dire que ces gens sont identifiés et on voit bien ce qu'est leur manière d'être et de faire de la politique. Mais vous avez aussi la région Bretagne, vous avez la région Pays de Loire. Il y a Bruno Bonnel en Auvergne-Rhône-Alpes qui va créer une surprise. J'en suis certain parce que c'est une personnalité très intéressante. Mais là, est-ce que vous êtes inquiet pour Marc Fesneau ? Tout ça. Le Front National est haut. National. Et je vais vous dire, ma crainte, c'est que même il soit encore plus haut que les enquêtes d'opinion ne le disent aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils peuvent remporter la région centre Marc Fesneau, il fait son travail pour rassembler le plus largement possible. La question sera de savoir, au second tour, si les uns et les autres, nous savons prendre nos responsabilités. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de bâtir des alliances, là aussi, entre des personnes différentes ? Pas pour faire barrage au Front National, mais parce que le Front National ne saurait pas bien gérer cette région, il n'apporterait rien de plus. Là où il dirige, au fond, rien n'a été changé. Rien n'a été changé en matière de sécurité, en matière d'emploi, en matière de développement économique, en matière de réchauffement climatique. Faire alliance avec qui, par exemple, en région centre pour les uns et les autres sont capables ? Il faudra regarder au soir du premier tour et être capable de se dire, est-ce qu'on peut faire des alliances ? La question se posera dans les Hauts-de-France, M. Lecuyer, assez naturellement. Oui, je ne vois pas l'intérêt de s'entêter à refuser des alliances parce qu'on est en train de jouer la présidence de la République plutôt que la présidence de la région. La question se posera en Île-de-France également. Soyons capables de rassembler. Et en tout cas, soyons capables aussi de prendre tous nos responsabilités pour faire en sorte que si un risque de victoire du Front National occurrait, chacun accepte les alliances et en tout cas accepte de tout mettre en œuvre, et c'était le sens des initiatives qui ont été prises en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, prennent ses responsabilités pour éviter le pire. Merci beaucoup. Merci Patrick Mignola d'avoir été notre invité ce matin. Merci Julien. On regarde la une de La Voix du Nord. Un sentiment de liberté. C'est à la une de votre journal ce matin. Et d'humilité aussi. Mais... Merci messieurs. Merci beaucoup.